En France, on a encore une vision de l'éducation qui est très liée aux notions d'obéissance et de pouvoir. Je suis en sécurité parce que j'entends les bruits, j'ai des odeurs qui me sécurisent, le contact me sécurise. Tu viens jouer avec moi ? Ça remet en cause évidemment l'éducation qu'on a reçue. Voilà, alors on fait pas ces sacrifices pour toi. Donc en fait, il faut poser un autre regard sur l'enfant, si je comprends bien. Ouais, d'accord. Mais dans la pratique, moi, je suis complètement perdue. Quelles sont les préoccupations d'un enfant ? Pikachu reste à la maison avec Doudou. Mais t'as jamais le temps. Eh oh, je suis là, j'existe. La culture de la punition, c'est le terreau de la maltraitance. Nous aussi, on a des droits. Ici, sur Horizontal, nous sommes persuadés que nous devons changer notre regard sur les enfants et leur redonner la place qu'ils méritent dans la société. Oui, mais comment faire quand on a si peu de modèles de posture à hauteur d'enfants autour de nous et que nos réflexes et nos référentiels ne sont pas toujours alignés avec nos intentions de parents ou de professionnels au contact d'enfants ? La théorie, nous l'avons, ce sont des outils pratiques, concrets que nous venons chercher ici. Bienvenue à bord du podcast Horizontal. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir discuter au micro de Horizontal. Je suis très contente de te recevoir sur ce podcast. Le plaisir est partagé et puis le podcast m'inspirait beaucoup, ce que tu m'as dit en amont, donc c'est un vrai plaisir d'y participer. Super, surtout que je vais te laisser te présenter, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de t'entendre sur ce registre-là, donc je trouve ça d'autant plus intéressant. Ouais, je vais faire simple, hein. Je m'appelle Nicolas, je vis en Corse, enfin je suis né même en Corse, hein. Je suis corse, j'aime bien dire, parce qu'il y a des gens qui y vivent, il y a des gens qui y sont nés. Ensuite, j'ai 38 ans, je suis marié, papa de 2 enfants, et là 8 ans, enfin bientôt 9, et Alec bientôt 4 ans. Super. Avant de rentrer dans le vif du sujet et que tu nous expliques un petit peu ta parentalité et ce qui t'anime un peu dans cette casquette-là, est-ce que tu peux nous dire dans quel environnement familial tu as grandi, toi ? Ouais, bien sûr. Alors moi déjà, je suis fils unique. Donc j'ai eu une enfance où je ne connais pas ce que c'est d'avoir un frère et une sœur. J'ai des parents qui sont très aimants. J'ai eu une éducation, je dirais pas à l'ancienne, un peu une éducation de transition, je dirais, en ce qui se faisait vraiment à l'ancienne et l'éducation dont on va peut-être parler plus en détail aujourd'hui. Mais j'ai eu une maman qui m'a beaucoup couvé, qui a toujours été à s'inquiéter pour moi, vraiment une maman très maman poule, on dira. Et j'ai toujours un papa qui, à l'époque en tout cas, était vraiment très force de travail, vraiment un petit peu le foyer, quand je dis à l'ancienne, c'est dans le sens, la maman vraiment qui prend en charge la majorité de l'éducation et le papa qui travaille. D'ailleurs, ma mère a très peu travaillé au cours de sa vie, vraiment pour se consacrer à mon éducation. Donc, c'est là-dessus que je dis que c'est un petit peu à l'ancienne, mais moi, j'ai adoré avoir cette éducation de la part des deux. Ok, super. Donc, en fait, quand tu arrives dans ton adolescence, tu n'es pas du tout en réaction contre la méthode d'éducation que tu as reçue, tu es plutôt serein avec ton rapport à l'adulte, l'autorité, tout ça. Alors, oui, j'ai un rapport à l'adulte et à l'autorité serein, c'est le mot. Après, quand j'arrive dans l'adolescence, il se passe quand même un petit chamboulement parce que mes parents se séparent à cette période-là. Donc, il y a tout un peu le chamboulement lié à cet événement. Mais avec le recul maintenant dans ma vie d'adulte, je ne trouve pas en avoir particulièrement souffert parce que je trouve qu'une fois de plus, mes parents ils ont été très intelligents dans la façon de se séparer. D'ailleurs, aujourd'hui encore, ils sont très amis. Les gens qui me suivent peuvent le voir. Tous les dimanches, on mange quand même tous ensemble, même si ça fait maintenant plus de 20 ans qu'ils sont séparés. Donc voilà, c'était un petit peu l'événement de mon adolescence. Ça n'a pas été facile, mais je ne pense pas l'avoir vraiment trop mal vécu. Ok, intéressant. Donc, quand tu deviens toi-même papa et que t'accueilles là pour la première fois, c'est assez naturel pour toi de t'inscrire dans cette même dynamique, ou est-ce qu'il y a quand même un cheminement ? Il y a aussi la rencontre de ton épouse qui peut-être amène aussi notre vision. Comment est-ce que tu as transité d'adulte à parent ? Alors en fait, quand j'étais jeune adulte, on dira vraiment avant d'être papa,
C'est vraiment une chose sur laquelle je ne me projetais pas du tout, c'était être papa, étonnamment. C'est pas quelque chose qui m'habitait quand j'étais jeune adulte. J'étais encore un peu ado tardif, je dirais, hein. C'était beaucoup les copains, beaucoup les sorties avec les amis, etc. J'ai eu plein d'amourettes sur lesquelles je ne me suis pas du tout projeté, même des relations assez longues quand on est jeune, tu sais, les 3, 4 ans ensemble et tout, où je me projetais pas du tout d'être papa, etc. C'est vraiment la rencontre avec Elissa qui a fait un tournant dans le sens où, ben, tu sais, c'est un peu le cliché de quand tu te dis c'est la bonne, que vraiment ton mental change à ce niveau-là. Et puis après, donc, Ella est arrivée sur une décision parfaitement, voilà, on était d'accord avec Elissa, on s'est dit c'est le bon moment, allez, allons-y. Et là, elle est arrivée assez rapidement, hein, au moment où on a pris la décision d'avoir un bébé, c'est arrivé assez rapidement. Et par contre, là, j'ai été vraiment j'ai incarné mon rôle de père. Je sais pas, c'est devenu une évidence pour moi. C'est un gros bouleversement dans le sens, comme je te disais, où avant, je me projetais pas du tout. Et au moment où Ella est arrivée, tout s'est mis en place. Je sais pas, c'est un nouvel homme qui est né en quelque sorte. Et c'est devenu véritablement la priorité absolue, le bien-être d'Ella et son éducation. Donc j'ai vraiment fait un switch. Surtout que j'ai été le premier de mon groupe d'amis, parce que peut-être qu'on y viendra plus tard, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai un groupe d'amis que j'ai depuis la maternelle, ce qui est une configuration assez rare, hein, parce qu'on est quasiment une dizaine, hein, ce qui est énorme, à être amis depuis qu'on a 4-5 ans. Donc j'ai été le premier à avoir un enfant, donc j'avais peur un peu qu'il y ait cette petite cassure qui se mette avec la vie de mes amis. Mais au final, après, ils ont tous enchaîné très vite dans leur vie. Donc on s'est tous retrouvés maintenant avec des enfants qui sont amis dans le même environnement où nous, on était amis il y a 30 ans. Donc ça, c'est incroyable. Ah là là, ouais, ça c'est super, enfin, c'est génial d'expérimenter l'amitié en plus de la parentalité sur le long terme et de voir aussi, t'as observé ça chez tes amis? Alors tu peux peut-être pas parler à leur place, mais de ta posture d'ami, de se dire, bah purée, lui, je le voyais pas du tout papa, il était pas dans, je sais pas, une posture à hauteur d'enfant à se questionner là-dessus, et finalement c'est une super surprise comme toi, ou t'es le seul qui a vécu ce switch Non, comme tu décris? j'ai l'impression, tu sais, j'ai l'impression que vu qu'on est amis depuis vraiment la maternelle, tous, on a tous un an ou deux d'écart, tu vois, mais c'est resté, on était tous à l'école primaire du village qui n'existe plus malheureusement maintenant, mais donc on a tous grandi ensemble et on s'est tous influencés dans notre évolution jusqu'à l'âge adulte. Donc on est tous un peu pas des copier-coller, heureusement, on a tous notre caractère, mais on est tous un peu le même schéma de personnes. On a eu les mêmes passions, on a eu les mêmes valeurs, les valeurs du sport, par exemple, très importantes. C'est le sport, ça guide de notre enfance jusqu'à maintenant, notre vie d'adulte, on fait toujours du sport ensemble. Donc, tu vois, et les valeurs d'éducation de nos parents qui étaient aussi toutes similaires. Donc, en fait, quand la parentalité est arrivée pour chacun d'entre nous, j'ai l'impression qu'on est tous un peu les mêmes papas. Je vois voilà, des petites similitudes, enfin beaucoup de similitudes et des petites différences forcément, mais on a tous un peu la même vision de la parentalité, donc ça contribue encore à faire en sorte que on se fréquente toujours autant, même plus maintenant avec les enfants. Donc non, je trouve qu'on est tous similaires, je dirais. Mais je trouve ça super ce que tu dis, et en plus de me dire, bah là, forcément, si on est sur Horizontal Podcast, c'est parce qu'on évoque une posture parentale qui est la plus bienveillante possible. Faire grandir nos enfants dans de la sécurité affective, émotionnelle, physique. Et du coup, là, tu es en train de dire que tu as tout un groupe de potes qui s'inscrit dans cette démarche-là. Mais c'est le rêve pour des parents qui choisissent d'éduquer sans violence, parce que je trouve que c'est un des plus gros défis dans notre société, c'est d'être celui qui a décidé de pas crier, de pas taper, de pas punir. T'es toujours un peu, enfin moi en tout cas je ressens que t'es toujours un petit peu à la marge des autres. Et là, t'as un village en fait, toi. En fait, ouais, c'est donc de ce groupe d'amis, il y en a quelques-uns qui ont pas d'enfants, qui ont choisi de pas en faire, mais c'est vraiment genre des super tontons, tu sais, il y a vraiment ce truc. Alors, je vais pas dire que c'est aussi lié au fait de vivre en Corse, mais tu sais, en Corse, il y a une chose qui est vraiment, c'est pas l'enfant roi, mais c'est l'enfant, la famille en général, mais l'enfant, c'est très important. Il y a vraiment, on prend en considération l'enfant, c'est pas un sous-être humain, je sais pas si je m'exprime bien, mais tu sais, qui ne participe pas aux discussions, qui est trop petit, ça te regarde pas. C'est pas trop des phrases qui existent chez nous, tu vois, on le met vraiment au cœur du foyer, hein, à la maison.
Et nous, dans notre groupe d'amis, ben, pareil, c'est quelque chose, une valeur qui est très forte ici. Donc en fait, c'est quelque chose de naturel. Tu m'en parles, tu vois, et du coup, je rebondis là-dessus, mais c'est pas un sujet en fait chez nous. C'est vraiment une chose qui se fait naturellement. Après, voilà, comme je te dis, on a tous nos petites spécificités hein, dans l'éducation, mais le noyau, il est identique à tout le monde en fait. Oui, c'est une chance pour te répondre, en effet. Bah oui, et en fait, je trouve que ça donne, en fait, ça donne beaucoup de perspectives à moi, ceux auxquels je crois, parce que ce que je dis régulièrement, c'est que quand on change la place de l'enfant dans la société, qu'on lui parle différemment, qu'on lui redonne l'importance qu'il mérite, en fait, après, tout est naturel et tout est beaucoup plus simple. Et en fait, là, c'est la preuve que quand tu as été éduqué comme ça, tu ne te projettes pas sur une autre façon de faire forcément. Et quand tout le monde fait comme ça rend les choses vachement plus simples et évidentes, en fait. Donc là, ce que tu dis, c'est vraiment le regard que portent les Corses sur les enfants facilite aussi cette posture à hauteur d'enfant. Oui, il n'y a pas tout qui est parfait hein, en Corse, évidemment, mais c'est vraiment une spécificité culturelle. C'est quelque chose qu'on retrouve à différents degrés dans tous les petits villages de Corse. C'est encore plus dans le rural, étonnamment, hein, parce que les villes restent quand même des villes à taille humaine, mais elles ont quand même tendance à se développer, hein, comme un peu le monde actuel, tu vois, tout est en expansion. Donc dans les villes, forcément, il y a tout est dilué et les valeurs sont moins fortes et ancrées, mais c'est toujours le cas. Moi, je parle pour Ajaccio, en tout cas, parce que je suis ajaccien. Mais à Bastia, c'est pareil. Et puis dans les petits villages, du coup, ça, c'est vraiment quelque chose qui est préservé. C'est le mode de vie aussi qui veut ça, tu vois. Oui. Toi, aujourd'hui, en tant que papa, quelles sont les difficultés que tu rencontres? Tu vois, on parle de posture bienveillante. On sait aussi que c'est pas toujours évident. On est crevé, on est tiraillé, on a nos propres principes ou titillements, des choses qui sont hyper importantes pour nous. Et puis, il y a les enfants qui vivent leur développement. Qu'est-ce qui te challenge, toi, au quotidien dans ces choix éducatifs? Alors en fait, si tu veux, moi du coup j'ai un éventail en ce moment de particularités, c'est-à-dire que déjà j'ai un garçon et une fille et force est de constater qu'en termes de caractère, c'est différent, ça c'est vérifiable, hein, je le vois au quotidien. Et puis j'ai aussi deux tranches d'âge différentes, j'ai Ella qui va avoir 9 ans, qui de mon point de vue et du point de vue extérieur, des gens je dirais un peu neutres, hein, tu sais, la maîtresse, les gens comme ça, et quand même fait preuve d'une maturité assez importante pour son âge, tu vois. Donc, on rentre tout doucement dans une préadolescence un peu précoce, je dirais. Et j'ai Alec qui sort tout juste du côté petit bébé, qui s'affirme comme un petit garçon maintenant. Donc, en fait, je rencontre un peu tout un tas de... C'est pas des problèmes, mais tout un tas de challenges au quotidien, justement pour continuer mon éducation comme je l'entends. Et là, les problématiques, c'est un peu péjoratif de dire ça, c'est pas des problématiques, c'est les petits challenges, comme je disais, que je rencontre avec Ella. C'est plus que voilà, elle est précoce et elle a envie d'aller toujours plus vite. Elle est aussi, elle fait preuve de beaucoup de. Elle est intense comme petite fille, tu vois. Elle est toujours à fond, tout ce qu'elle fait, elle fait à fond. C'est dur de la suivre. Donc moi, j'essaye pas de la canaliser véritablement, mais j'essaye quand même de lui mettre un cadre. Alors, mais ça reste un cadre assez large, tu vois, pour qu'elle puisse vraiment graviter à l'intérieur, parce que je sais qu'elle a besoin d'espace, et là, mais j'essaye quand même de pas trop être derrière elle, mais vraiment, quand je vois que ça commence à déborder, je mets des limites. Mais quand tu dis déborder, c'est-à-dire elle va trop loin dans ce qu'elle attend d'elle-même, elle dure trop longtemps sur une action. Qu'est-ce que tu traduis par déborder? Oui, ça peut être un peu ça, c'est qu'elle a tendance, tu sais, ce proverbe qu'on dit, tu lui donnes la main, elle te prend le bras, tu vois, et là, c'est quand tu lui laisses un peu de mou sur la corde, elle va à fond, c'est-à-dire, par exemple, je te prends un exemple du quotidien tout bête, hein. Je lui dis... on a la chance de vivre dans un village où il y a une cloche qui sonne encore, tu sais, donc je lui dis, quand la cloche elle sonne à midi, tu rentres. Et je sais qu'elle va faire, si elle est par exemple avec son parrain, qui est mon meilleur ami, elle va le faire appeler en lui disant, et là, demande si elle peut rentrer à 12h30. Tu vois, c'est des petites, mais tu vois, elle est toujours un peu, elle veut toujours plus, elle. Alors, c'est jamais, elle sait se poser ses propres limites, hein, elle n'est pas non plus, voilà, elle sait quand elle dépasse un petit peu les bornes, donc elle va jamais dans des choses qui sont irrattrapables, tu sais, elle connaît ses limites, mais elle essaie toujours de les étendre un petit peu. Donc et là, c'est plus là-dessus, et puis je suis très attentif parce que ça, c'est
peut-être quelque chose de psychologique qu'il faudrait que j'examine. Mais l'adolescence me fait très peur, tu vois, étonnamment, parce que j'ai vécu une adolescence, j'ai l'impression, mis à part, comme je te disais, la séparation de mes parents, mais j'ai eu l'impression de vivre une adolescence fluide, moi, pour le coup. Même si quand je discutais avec ma mère, elle me dit que j'étais pas un ado très facile. Donc, tu vois, on a quand même Les perspectives. double perspective. Mais l'adolescence me fait très peur pour Ella, peut-être du fait que ce soit une fille aussi. Alors, pourtant, comme je t'ai dit, on a quand même un cadre propice à sécure, tu vois. On n'est pas dans une grande ville où j'aurais d'autres inquiétudes. Mais l'adolescence m'angoisse un petit peu. Donc, j'essaie de retenir, tu vois, cette période le plus possible vers moi, de la garder un peu. C'est mon enfant, c'est mon bébé. Mais bon, force est de constater qu'elle y va pleine balle. Et là, ça, c'est sûr. Donc voilà, tout ce qui est lié un petit peu à cette première indépendance, un petit peu les choses qu'elle veut faire d'elle-même, ça me fait un petit peu peur. Donc ça, c'est mon challenge à moi. Et pour parler d'Alec, ben, c'est plus les petits challenges qui sont liés à la petite enfance. Tu sais, le problème du sommeil est un problème toujours très présent avec Alec. Ça, c'est mon challenge du quotidien. Notre challenge, mais Elissa dans le lot, parce que en plus de ça, elle le subit plus que moi. Parce que je vais être tout à fait honnête, et là, Elissa, elle est quand même beaucoup plus là-dessus que moi sur les problèmes de sommeil d'Alec. Elle se lève plus que moi la nuit, même si je le fais. Hein. Je ne veux pas non plus dénigrer, mais voilà, elle est surtout qu'Alec, en fait, il a une forte attache à sa maman, mais c'est incroyable. Hein. C'est-à-dire que c'est tout maman. S'il se réveille en pleine nuit à 3 heures du matin, que je vais dans son lit, il va hurler pour avoir sa maman. Quand elle va courir, parce qu'Elissa fait un peu de sport aussi, quand elle va courir, qu'elle s'absente 1 heure, il fait que demander elle est où maman, elle rentre à quelle heure. Il me dit clairement j'attends avant de dormir pour que maman vienne me faire un bisou, et genre il reste les yeux ouverts comme ça dans son lit, il attend sa maman. Donc le challenge aussi, c'est un peu de m'imposer en quelque sorte et de lui dire que quand maman n'est pas là, il faut que tu fasses avec papa et t'as pas le choix. Mais ça, voilà, ça c'est compliqué avec Alec, c'est qu'il est très maman, et le problème vraiment qu'on rencontre, parce que la privation de sommeil, c'est vraiment difficile au quotidien. C'est quelque chose qu'on n'a pas vécu avec Ella, dans le sens où elle a fait ses nuits à 1 mois et demi, et depuis elle dort. Donc c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas avant Alec, et Alec, elle va avoir 4 ans et ne fait pas encore une nuit, où c'est très rare, où il ne se lève pas la nuit, il ne vient pas dans notre lit, où il appelle. Voilà, ça c'est le challenge avec Alec, il est plutôt là en ce moment. Ouais, et du coup, dans vos choix parentaux, vous avez choisi de l'accompagner, c'est-à-dire que comment ça se passe le coucher déjà? Parce que moi, tu vois, j'ai un petit garçon de 2 ans qu'on accompagne. Il y a une distinction énorme entre papa et maman. Typiquement, quand c'est mon mari qui le couche, ça prend un quart d'heure. Il accepte même de ne pas dormir pleinement et de laisser son père quitter la chambre. Moi, ça peut prendre 2 heures d'endormissement. Il est hors de question que je quitte la chambre sans qu'il ne soit pas endormi profondément. Et c'est assez déroutant, je te rejoins. Parce que, oui, quand c'est tous les jours, c'est fatigant. Ouais, ça génère de la frustration, et en fait, on est quasiment sur le même schéma que toi. Okay. C'est-à-dire que typiquement, il y a 2 façon de le coucher, Alec. Il y a la façon quand je suis seul à la maison et qu'il sait que Elissa va rentrer tard. Il y a un jour dans la semaine où elle rentre de la danse vers 21h30, sachant qu'on couche Alec vers 19h30, 20h, et que c'est l'heure où il s'endort. C'est pas genre on le force, hein, il est fatigué et c'est l'heure d'aller au lit pour lui. Donc quand je suis seul à la maison, le rituel, c'est on va dans le lit, je lui lis une histoire. Et ensuite, le salon et la porte de sa chambre sont à côté. Donc, je lui laisse la porte ouverte avec la lumière et je lui dis, je suis dans le salon et tu te lèves pas, s'il te plaît, et tout. Alors, il essaye de se lever 1 fois, voire 2. Ça va beaucoup mieux qu'avant où il se levait souvent. Je retournais soit le mettre dans son lit. Et puis après, il se fait une raison que sa mère n'est pas là et il s'endort, la porte ouverte, la lumière, etc. Et moi, ensuite, quand je vois qu'il dort, j'éteins tout et je ferme tout. Ça se passe plutôt bien en ce moment comme ça. Par contre, quand il y a Elissa à la maison, ça ne marche pas du tout. Il veut rien entendre et il faut que Elissa aille dans le lit avec lui et reste dans le lit avec lui jusqu'à temps qu'il s'endorme. C'est dur pour elle, parce qu'en plus, on ne trouve pas de solution. On a essayé 1000 choses. Hein. On est même allé jusqu'au kinésiologue, alors que moi, je suis quelqu'un de très cartésien, tu sais. J'étais pas du tout pour, mais pour que moi, j'en arrive à dire à Elissa, vas-y, essaye après tout. C'est que vraiment, on a tout essayé. D'ailleurs, spoiler alerte, ça n'a pas marché du tout, hein, le kinésiologue. C'est une espèce de chose un peu stellaire, où on le masse et on lui dit que avec son signe astrologique, enfin bref, un truc un petit peu, voilà. Je juge pas les gens qui y croient, et on a eu des témoignages, tu sais, que
sur nos réseaux sociaux, on nous envoie beaucoup de messages. On a eu des témoignages comme quoi ça a marché chez certaines personnes. Qu'est-ce que c'est placebo ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, chez nous, ça n'a pas marché. Et du coup, on a vraiment ces deux pans-là du sommeil avec Alec. Le sommeil où il faut que maman soit obligatoirement dans la chambre pour qu'il s'endorme. Et quand elle n'est pas à la maison, ou quand, par exemple, elle part en déplacement 3-4 jours d'affilée, ça se passe très bien pour le coucher. Donc, on vit un peu la même chose que toi. Bah oui, et je trouve qu'en tant que maman, je trouve que c'est difficile parce qu'en plus, on a beau se dire, allez, il faut que je le prenne cool et tout, ben on appréhende. Enfin, moi, je sais que le jour où on a décidé que c'était plus moi qui faisais les couchers, avant on faisait un soir sur 2, mais maintenant on lit l'histoire tous les 3, et puis après je me lève, je dis bonne nuit, et c'est nickel qu'il couche, parce que moi sinon j'en ai pour 2 heures. Enfin, on n'a pas tout le temps envie de passer 1 heure dans le noir, 2 heures dans le noir, on a encore plein de choses à faire le soir, on veut notre soirée aussi. Exactement. Et je trouve ça hyper intense. Donc oui, bon, vous n'avez pas encore trouvé la solution pour soulager Elissa. Mais... Pour l'instant, non, franchement, on galère. Tu sais, on a même essayé de lui faire un petit système de gommettes, c'est-à-dire que chaque dodo qu'il fait tout seul sans se réveiller la nuit, parce que là, on parle du coucher, mais nous, il y a aussi le problème de la nuit en elle-même, c'est-à-dire que chaque nuit, il se réveille. Alors, on a tout essayé, il a trop chaud, il a trop froid, il a soif, il n'a pas de lumière. On a vraiment passé tout en revue en se demandant pourquoi, quand il ouvre les yeux la nuit, il ne se rendort pas et directement il pense à se lever, à venir dans notre chambre. Donc on a essayé un système de gommettes où on lui a dit à chaque fois que tu vas faire un dodo tout seul, genre tu sais la récompense, quoi, au bout de 7 dodos tout seul, tu auras un petit jouet et tout. Ça ne fonctionne pas non plus. Donc en fait, je ne peux même pas lui en vouloir parce qu'en partant de là, je vois que c'est inconscient de sa part. C'est pas volontaire, c'est pas je me lève pour aller avec eux. J'ai l'impression que c'est devenu mécanique, tu vois. Et c'est là-dessus qu'on est un peu... décontenancé, je dirais, c'est qu'on a vraiment l'impression que c'est hors de son contrôle à lui. Ça ne servirait à rien de le gronder de toute façon, puisque de toute façon, il se lève mécaniquement, il vient dans notre lit, et des fois, pour te dire à quel point, il vient dans notre lit, Elissa, elle voit donc il nous réveille, forcément, en plus on a un petit lit, donc il nous réveille, il s'en rendort, et des fois, vu qu'on n'est pas encore tout à fait nous rendormis, on le remet dans son lit pour finir notre nuit tranquille, et là, il se relève plus, tu vois. Et des fois, le matin, il dit « Ah, j'ai une gommette, je me suis pas réveillé », donc il a même plus conscience qu'il est venu dans le lit, tu vois. Donc, j'avais mis beaucoup d'espoir dans l'école, parce que c'est sa première année, je me suis dit « L'école, ça risque de régler le problème et tout », mais bon, je sais pas quelle étape attendre maintenant pour que ça aille, juste que le temps fasse son œuvre, je pense. Et quand ils dorment tous les deux, parce que je sais, comme je te suis sur les réseaux, je sais que parfois ils dorment tous les deux. Ça se passe mieux ou pas? Ah, il n'y a aucun problème. Là, typiquement, tu as vu, je suis parti avec Ella à Paris, et Elissa est partie avec Alec à Nice. Donc, ils ont dormi 5 jours ensemble dans le même lit. Je lui ai demandé à Elissa au téléphone, et elle m'a dit non, aucun problème. On se couche tous les deux, il s'endort, il dort toute la nuit, on se réveille le matin. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'en plus, c'est vraiment la présence de maman et fait qu'il a un sommeil vraiment apaisé, tu vois. Ah oui. C'est comme ça, petit garçon avec maman. Oui, c'est une période et peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir quelque chose dans son cerveau qui va se sécuriser et puis ce sera fini. Je me dis que ça peut pas durer toute la vie forcément, donc j'attends avec impatience que ça arrive. On connaît personne qui dort avec ses parents à 15 ans ou 18 ans. J'espère que ce sera pas le premier mais ça va aller. Non, normalement, ça va aller. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés que tu voudrais partager avec nous et sur lesquelles toi tu penses que tu as réussi à en sortir en mettant telle ou telle chose en place? Tu sais, c'est vraiment les seules difficultés qu'on a au quotidien. Moi, je me considère très chanceux. Alors après, je sais qu'il y a aussi l'éducation qu'on leur donne qui fait en sorte que les choses vont bien. Mais je sais aussi qu'il y a une part de libre arbitre de leur part et de caractère, etc., qu'on n'a pas la main sur tout. Donc, j'ai beaucoup de chance sur le fait, par exemple, qu'ils s'entendent très bien. Les disputes sont très rares. Alors après, avec l'évolution de l'âge, on va avoir différents passages, forcément. Là, pour l'instant, on est encore dans une phase où Ella, c'est la deuxième petite maman. Et Alex, ça lui plaît. Ils jouent très bien tous les deux. Et là, elle n'est pas encore très indépendante, en mode je mets mon frère de côté. Donc, pour l'instant, on est dans une période un peu où tout se passe bien. J'anticipe, avec l'évolution, les problèmes qui vont potentiellement se poser dans leur relation, mais bon, c'est la relation frère-sœur classique, je pense. Après, un problème que rencontrent beaucoup de parents, je le vois par rapport aux réseaux sociaux, comme tu le disais, tu sais, les gens me demandent beaucoup de tips parce que moi, je suis pâtissier
est cuisinier. Et le problème de l'alimentation des enfants est un problème récurrent chez les gens. Alors moi, c'est au centre de mon éducation. Moi, j'ai vraiment basé toute mon éducation cognitive, je dirais, des enfants autour de ça, parce que je trouve que faire de la cuisine et de la pâtisserie avec eux pour développer tous leurs sens et leur approche des aliments et tout, il n'y a rien de mieux. D'ailleurs, le conseil que je donne à tout le monde à chaque fois, c'est prenez vos enfants avec vous. Alors, pas autant que moi, parce que moi, c'est le cœur de mon métier en plus de ça, mais une fois ou deux par semaine et cuisiner avec eux, parce que c'est vraiment un moyen d'éduquer les enfants sur plein de facettes. Alors, au-delà des sens, hein, le goût, l'odorat, le toucher, tout ça, évidemment, c'est sursollicité lorsqu'on les prend avec nous en cuisine. Mais on peut faire de la culture générale, on peut évoquer d'où viennent les aliments, les pays, la saisonnalité. Et en fait, tout ça, c'est des éponges, les enfants, on le dit souvent à cet âge-là, ils retiennent, ils emmagasinent beaucoup de choses, et en fait, après, ils sont très à l'aise avec ce qu'ils mangent. Donc ça, c'est le conseil que je donne pour ce qui est de l'alimentation, parce que je sais que c'est un problème que rencontrent beaucoup de parents, et nous, on a cette chance que ce ne soit pas vraiment le cas. Alors, c'est pas de la magie pure, hein, parce que en grandissant, typiquement, Ella, qui mange absolument de tout, refuse maintenant strictement de manger des brocolis, alors qu'elle a toujours aimé. Donc, on passe quand même par des phases comme ça. Mais vraiment, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que pour résoudre le problème de l'alimentation, faire participer les enfants, c'est genre un hack, comme on dit. Tu sais, c'est vraiment le truc qui fonctionne. Et puis, sinon, franchement, j'ai pas de problème particulier, à part ceux que je t'ai évoqués avant, pour l'instant, en tout cas. Oui, après, quand on dit qu'on n'a pas de problème, c'est aussi la façon dont on regarde ce que la société qualifie de difficulté. Par exemple, j'imagine que tes enfants, ils sont traversés par des émotions. J'imagine qu'ils n'ont pas appris du jour au lendemain à gérer leur frustration. De toute façon, ils n'étaient pas capables de le faire physiquement pendant un certain âge. Donc, c'est aussi une façon, je trouve, de se dire, bah oui, il y a des moments qui sont visiblement difficiles pour eux et qui deviennent un peu difficiles pour nous à gérer. Mais c'est pas un problème, c'est la normalité en fait. Ouais, exactement. C'est vrai que je le considère pas comme un problème parce que de toute manière, autant enfant qu'adulte, on est un peu gouverné par nos émotions, mais plus enfant encore parce ils ont du mal à gérer tout ça. Oui, les petits problèmes du quotidien que j'en considère pas, c'est les petits problèmes par exemple d'Alec liés à la frustration. Alec, il a un très très bon copain. Et c'est vraiment genre son best friend, tu vois. Et c'est vrai que c'est difficile pour lui de gérer quand il n'est pas à l'école, quand il est l'heure qu'il sorte du parc et qu'il faut rentrer à la maison. Il a une grosse frustration sur l'amitié, Alec. Je vois que plus qu'elle a au même âge, hein. C'est pour ça que quand tu as deux enfants d'âge différents et en plus du coup de sexe différents, tu peux voir aussi les petites spécificités. Les traits de caractère qui vont être vraiment ancrés chez eux. Alex, ça va être très copain, ça c'est évident. Et là aussi, elle est très copain-copine, hein. Maintenant, ça passe avant les grands-parents et tout, mais tu sais, c'est un cheminement normal. Alors, ça génère un peu de frustration chez les grands-parents, je le vois, mais bon, ils sont assez intelligents pour le comprendre de toute façon, donc il n'y a pas de problème. Mais et là, elle a fait un petit peu cette bascule, les copains en priorité. Mais Alex, je pense que ça va être encore plus marqué. Donc voilà, ça, c'est des petits problèmes liés aux émotions qu'on gère au quotidien. Mais franchement, ça se passe plutôt bien. On n'est pas on est dans une limite, tu sais. Tout reste quand même dans une bulle d'émotions gérables. On n'est pas sur un truc qu'on s'est dit, oula, quand même, c'est bizarre ce comportement. Ça sort un peu de ce qu'on voit dans notre quotidien, tu vois. Donc, on gère ça. On essaie de le faire le plus intelligemment possible, quoi. Qu'est-ce que tu dirais à des parents qui nous écoutent, qui, forcément, s'ils nous écoutent, s'intéressent à cette approche bienveillante, essayent de... Parce que bon, là, effectivement, toi, tu as des racines quand même qui sont plutôt bienveillantes, donc tu as un référentiel qui te challenge pas forcément, mais c'est pas le cas de tous les parents qui ont besoin de déformater, reformuler, dire des choses qu'ils n'ont jamais entendues. Et le chemin est un peu plus complexe. Est-ce que tu aurais un conseil sur toi, comment tu te régules, ou peut-être un mantra qui peut aider, une pensée... Qu'est-ce qu'on peut garder avec nous, mettre dans notre boîte à outils qui peut nous aider en fait à regarder les choses comme tu les regardes? En fait, si tu veux, moi je me considère, je sais que je fais de la parentalité bienveillante dans le terme, on l'entend aujourd'hui. Après, je suis quelqu'un de très modéré. Je suis d'ailleurs très interpellé de fonctionner, de marcher en quelque sorte sur les réseaux sociaux, parce que souvent les gens qu'on aime suivre sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui ont des idées très franches, qui sont souvent dans un extrême, et c'est ça qui un peu attire les gens, c'est de voir vraiment
la façon ultime de faire de l'éducation positive, par exemple, où on suit souvent les gens, par exemple, sur un compte cuisine, on va suivre une personne qui est végane parce qu'elle ne déroge jamais à la règle de faire des plats qui sont véganes. Tu sais, toujours vraiment... Alors que moi, je me considère vraiment comme quelqu'un de modéré en tout dans ma vie. Je pense n'avoir aucun extrême, hein, que ce soit dans la vie en général, hein, dans tous mes choix. Et du coup, ma parentalité bienveillante, elle est modérée. Alors attention, qu'on nous comprenne bien, je n'ai jamais levé la main sur un de mes enfants et je ne le ferai jamais. Ça, c'est une chose que je suis sûr à 100%. Et pareil pour ce qui est de hausser le ton, violence psychologique aussi, ça n'arrivera jamais. Mais quand je parle de parentalité bienveillante modérée, c'est dans le sens où je pense que les gens qui n'ont pas ce référentiel, comme tu disais, de parentalité bienveillante, ils peuvent peut-être s'inspirer un peu de ce que je fais moi, dans le sens où je ne suis pas vraiment, tu sais, par exemple, quand Alex, je vais lui dire non à quelque chose, je vais lui expliquer, évidemment, parce qu'il a besoin de comprendre, mais je ne vais pas être dans une espèce de théâtralisation de « écoute, tu comprends, c'est pour ci, c'est pour ça ». Il faut, tu sais, je vais vraiment au concret dans ce que je dis aux enfants. Et souvent, quand les gens prennent l'exemple de parentalité bienveillante sur les réseaux sociaux, ça peut être un peu poussé à l'extrême et ça peut faire peur et dire « je ne me retrouve pas du tout là-dedans, ça va faire des enfants rois ». C'est l'enfant qui a le dessus sur les parents, et ça peut un peu avoir l'effet inverse que l'effet escompté, tu vois. Moi, je suis dans une parentalité bienveillante, mais qui se suit un peu au fil de l'eau. Tu sais, je me suis mis des choses qui sont naturelles, hein, je ne me les suis pas mises. Je sais que je ne lèverai jamais la main sur un enfant. Je sais que je ne ferai pas de violence psychologique à un enfant. Je sais que j'utilise peu, voire quasiment pas le chantage, qui est un peu une chose un peu du quotidien, tu sais, de la parentalité un peu qui existe à travers tout temps, c'est-à-dire, si tu fais ça, je te donne ça, si tu fais ça, ça m'est arrivé, parce que je suis un être humain, mais je le fais avec parcimonie et je trouve que ce n'est pas une démarche correcte. Donc en fait, moi, la chose que je dirais aux parents qui veulent changer en quelque sorte, c'est vraiment le faire de façon naturelle, pas forcément s'inspirer des choses qu'on voit trop sur les réseaux dans les parentalités extrêmes bienveillantes, parce que ça peut faire peur. Moi, ce que je donne comme conseil, c'est en fait, les enfants, on n'obtient rien d'eux en criant, en tapant encore moins. Et je conçois pas encore aujourd'hui qu'on puisse imaginer que ça apporte un effet positif d'éduquer ses enfants de la sorte. Il ne faut pas les considérer, comme je le disais au début du podcast, comme des sous-êtres humains. Il ne faut pas surtout imaginer qu'ils n'ont pas de faculté à comprendre ce qu'on leur explique. C'est surtout ça. C'est-à-dire qu'en fait, oui, ils ont leurs mots, ils ont leur façon de penser, mais ils sont tout à fait en âge, déjà à l'âge d'Alec, hein, de comprendre les choses. Donc en fait, c'est parler beaucoup, vraiment expliquer les choses le plus simplement possible pour que ça rentre, et surtout bannir toute violence physique et psychologique. C'est vraiment la base. C'est-à-dire que moi, je ne l'ai pas vécu, cette violence physique et psychologique. Moi, mes parents n'ont jamais levé la main sur moi, donc ça me paraît inconcevable. Mais avoir conscience que reproduire un schéma où il y a une violence qui s'exerce, c'est inutile. Et je pense que les gens au fond d'eux, j'imagine que les gens au fond d'eux qui l'ont vécu, s'en rendent bien compte. Ils ne peuvent pas concevoir que reproduire le schéma, ça apporte quelque chose de bénéfique. Donc je pense qu'il y a cette peur de faire des enfants rois, parce qu'elle est un peu péjorative des fois, tu sais. Et puis même, on voit beaucoup sur les réseaux. Moi, j'ai des amis qui pratiquent la parentalité bienveillante d'une façon plus extrême que moi. Et je vois les commentaires sous leurs vidéos. Donc moi, je pense avoir le recul pour souscrire à ce qu'ils font, même si je ne le fais pas de la même façon. Mais je vois beaucoup de commentaires où finalement ils obtiennent un peu l'effet inverse de ce qu'ils voudraient faire. Les gens mettent beaucoup de distance lorsqu'ils voient certaines façons de procéder. Moi, je pense qu'il faut faire les choses naturellement, mais vraiment la chose à bannir, c'est violences physiques et psychologiques, et être à l'écoute de ses enfants. Donc en fait, quand tu dis faire les choses naturellement, moi ce que je retiens et ce que je comprends, c'est que quand on a une intention qui est bienveillante, quand on est déjà dans cette posture de se dire, bon voilà, moi il y a ça que je veux garder de mes parents et ça que je veux surtout pas garder, parce que je l'ai traversé et je me rends compte que c'est pas ça qui m'a aidé dans la vie, au contraire, ça m'a plus mis des bâtons dans les roues.
faire confiance à cette intention-là et pas en faire un cheval de bataille qui nous mettrait des méthodes et un poids sur les épaules dont on n'a pas besoin et juste essayer de rester le plus naturel possible, quoi. Exactement. Et la chose la plus importante aussi, c'est que les enfants, ils ont besoin de notre présence. Il faut, enfin, ils ont besoin de notre présence, de notre amour. C'est à peu près la seule chose dont ils ont besoin vraiment pour évoluer et s'épanouir. Donc, moi, j'ai l'impression de dire des banalités quand je dis qu'il faut être aimant et bienveillant avec ses enfants, mais je pense surtout qu'il faut ne pas, comme je te disais, avoir peur que l'enfant prenne le dessus, parce que de toute façon, l'éducation, elle se fait au quotidien. C'est pas parce que tu vas laisser un peu plus de liberté à ton enfant qu'il va te prendre le dessus. L'éducation, elle se fait pas en 5 minutes, c'est un travail de longue haleine. Et puis moi, je compte bien être derrière mes enfants, même lorsqu'ils seront adultes, de façon vraiment, voilà, avec du recul. Mais les enfants, ils ont besoin de leurs parents tout le temps, et ils ont besoin surtout d'être aimés. Moi, je vois, il n'y a pas de secret. Quand tu donnes de l'importance à tes enfants, ils s'épanouissent. C'est aussi simple que ça. Qui est-ce que tu penses, Nicolas, qui serait intéressant d'inviter à ce micro et qui aurait des choses intéressantes à partager à cette communauté de parents un peu démunis parfois, mais dont les intentions sont les meilleures possibles? Moi, j'ai beaucoup de gens de qui je suis proche, qui ont des enfants, qui ont une vision de la parentalité similaire à la mienne. Mais moi, je trouve justement que pour ton podcast, il serait très intéressant, par exemple, d'inviter quelqu'un comme Samuel, que peut-être tu connais, Samuel Clot, anciennement Samuel et Gaspard, avec qui j'ai fait un livre d'ailleurs de cuisine. C'est un très bon ami. C'est une personne que j'ai rencontrée grâce au réseau et qui est vraiment devenue un ami. On partage les mêmes valeurs. Il est plus engagé que moi. C'est le sens de son compte, véritablement, la parentalité positive. Alors que moi, c'est plus ma vie et ma parentalité au travers de ma vie. Et je montre ce que je fais avec mes enfants. Lui, c'est vraiment axé sur la parentalité positive. Et pour en venir à justement les propos qu'on avait juste avant, il fait partie, sans vraiment que ce soit péjoratif du tout, d'une parentalité positive un peu plus extrême, ou poussée, je dirais, parce qu'extrême, justement, ça peut être mal perçu, poussée que la mienne, avec des outils vraiment pensés. Lui, disons qu'il structure plus sa parentalité avec de véritables outils. Il est très intéressé par ça. Il en a fait un livre aussi qui s'appelle Père au foyer. Voilà, parce qu'eux, ils ont fait le choix justement dans cette vie que lui s'occupe des enfants et que ce soit sa femme qui travaille. Donc en fait, il y a toute une démarche autour de ça qui peut être très intéressante, je pense, pour ton podcast. Et il aura beaucoup plus d'outils concrets à donner aux parents qui seront enclins à écouter ces méthodes sans le juger. Parce que voilà, ce qui peut faire peur sur son compte, c'est ce que je disais avant, c'est le jugement des gens par rapport à ce qu'il fait. Moi, pour le connaître personnellement et pour l'avoir fréquenté en dehors des réseaux, on ne peut pas lui donner tort sur l'éducation de son fils parce qu'il a un petit garçon qui est très bien élevé. Voilà, je peux le dire ici. Donc, c'est que ça porte ses fruits. Après, évidemment, comme je dis, chaque enfant est différent, chaque parent est différent. Il faut faire au feeling. Il ne faut pas se caler sur une méthode qu'on voit chez quelqu'un. Il faut vraiment prendre son enfant en considération, comme je dis, prendre ses émotions en considération. On peut prendre des outils chez les uns, chez les autres, des choses qu'on trouve intéressantes, mais après, il n'y a pas de baguette magique. La seule baguette magique, c'est voilà, prendre vraiment en considération son enfant, l'aimer, écouter ses sentiments, faire attention à ses émotions. Il n'y a que comme ça que ça se passera bien. Mais Samuel, sûr que ça faisait partie des premières personnes auxquelles j'avais pensé parce que sa posture, elle est très intéressante. Et je trouve que d'ailleurs, dans le contenu qu'il propose, il y a de plus en plus de choses concrètes. Donc moi, j'invite nos auditeurs et auditrices à suivre son actualité parce que typiquement, il met en scène des situations et je trouve que ça outille. Ça outille beaucoup. Ben ouais, c'est justement ça dont on parlait, c'est qu'il donne des véritables clés que les gens peuvent venir piocher sur son compte pour essayer de les adapter à leurs enfants. Et il n'est pas du tout dans le jugement. Et ça, c'est très très bien parce que souvent, les gens qui ont peut-être un petit peu de frustration en eux, ça peut arriver de voir que lui, ça se passe bien, etc., ont tendance à croire qu'ils jugent la façon d'éduquer des gens. C'est juste qu'il en parle.
Moi, si je devais prendre la parole sur mon compte, si on me posait clairement la question publiquement, qu'est-ce que tu penses de la violence physique et psychologique des enfants? Évidemment que j'irais à 100% dans son sens. Lui, il a choisi que ce soit son combat. Moi, j'en profite pour le faire au détour de ce podcast, par exemple, et des fois où on me pose la question. Mais c'est vrai que après, ça reste la cuisine, mon truc principal. Mais évidemment qu'on se retrouve en tout point sur l'éducation à donner aux enfants. Je lui passerai le message que j'ai passé un super bon moment avec toi. Et comme ça, j'espère qu'il pourra enregistrer ce podcast avec toi aussi. C'est gentil, merci beaucoup. Finalement, on dit souvent la violence appelle la violence. Moi, je retiens de notre échange que la considération appelle la considération. Donc, en fait, il y a cette peur qui nous est communiquée dans la société de faire des enfants rois qui prennent le dessus. Il faut se rassurer là-dessus, il faut faire taire cette petite voix. L'enfant, il va pas prendre le dessus. Et plus on l'aime, et plus on le considère, et on essaye de le comprendre, plus il nous aimera, il nous considérera et il essaiera de nous comprendre. C'est juste un cercle naturel, en fait. Il faut canaliser nos peurs à nous d'adultes. De toute façon, les enfants, tu sais, même quand tu vois des enfants qui sont en conflit avec leurs parents, ils aiment leurs parents. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste qu'il y a eu des choses qui se sont cassées, il y a eu des couacs dans l'éducation, mais tout est rattrapable. Moi, j'ai eu des périodes un peu compliquées, entre guillemets, avec ma mère à l'adolescence, et aujourd'hui, ultra fusionnelle. Je l'appelle tous les jours pour savoir comment elle va, je m'inquiète tout le temps pour elle. Donc oui, il y a des façades. L'enfant roi, je trouve que ça reste un peu une légende, tu vois. C'est quelque chose... C'est une peur. C'est une peur, c'est exactement le mot. Merci beaucoup, Nicolas, pour ton honnêteté, ta sincérité, d'avoir partagé, d'avoir ouvert ta cuisine aux autres pièces de la maison, finalement. et c'était très intéressant de te recevoir. Merci à toi, merci pour ta patience. On a décalé plusieurs fois et je te remercie d'avoir pris le temps aujourd'hui qu'on enregistre ce podcast. C'était un grand plaisir pour moi. Franchement, c'était très... J'ai l'impression de parler à une pote, donc je pense que ça s'est bien passé. Génial. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci. Vous venez d'écouter Horizontal, le nouveau podcast qui déverticalise les relations adultes-enfants. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner sur la plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen de soutenir ce projet. Si vous souhaitez venir partager votre expérience, contactez-moi sur la page Instagram. Je vous remercie infiniment pour votre soutien et je vous souhaite beaucoup de douceur avec vos enfants.